Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Z sur 7. Au programme aujourd'hui, le prix de l'or confirme sa valorisation record, un actif qui ne craint pas l'instabilité politique et permet de s'affranchir de dollars. C'est principalement les banques centrales qui voient une manière de réduire leur dépendance au dollar. Denis Van Wijnberg est le premier Belge à avoir bouclé le Vendée Globe. Retour sur un exploit sportif et entrepreneurial. Si moi j'avais été sur le bateau de Charlie Dalin, j'aurais pas fait premier à mon avis. Et lui, Charlie Dalin, peut-être sur mon bateau, il aurait pas fait premier non plus. Donc voilà. Retrouvez également Peter de Keyser pour un point détaillé sur l'état actuel de la défense européenne. Restez à l'écoute, Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. On vous en parle régulièrement dans ce podcast, l'or ne cesse de battre des records. L'once atteint désormais 3 148 $, marquant une hausse de 4% en seulement 4 jours, 15% depuis le début de l'année et 55% par rapport à fin 2023. Une performance 4 fois supérieure à celle des principales actions mondiales, cette ascension fulgurante s'explique par une demande toujours plus forte, le métal précieux confirmant son statut de valeur refuge par excellence. Luc Charlier, stratégiste chez ING, ne peut que confirmer. Effectivement, c'est plus que jamais le cas parce qu'il coche plusieurs atouts. Il est à la fois une protection en période d'instabilité politique et géopolitique, ce qu'on connaît actuellement, et d'instabilité économique aussi. Il faut dire qu'avec Trump et la guerre commerciale qui semble mettre en œuvre, eh bien évidemment, les investisseurs ont tendance à se replier vers des actifs refuges. À ce stade, la forte demande sur les marchés est principalement portée par les grandes institutions, en tête desquelles les banques centrales, notamment asiatiques et plus spécifiquement chinoises. C'est principalement les banques centrales qui voient une manière de réduire leur dépendance au dollar. Et je pense que le moment où elles ont ouvert les yeux, beaucoup de banques centrales émergentes en tout cas, se sont rendues compte que lors de la crise russe, le fait de geler les avoirs de la banque centrale russe à l'étranger, eh bien ça a mis en exergue le fait qu'il fallait réduire la part du dollar dans leurs réserves de change. Ces dernières années, les banques centrales ont acquis environ 1000 tonnes d'or par an. Parallèlement, la production mondiale reste soutenue, avec près de 2000 tonnes extraites chaque année. Un volume insuffisant pour satisfaire la demande, mais suffisant pour dynamiser les cours des entreprises du secteur. Le cours de ces mines d'or a sensiblement augmenté depuis le début de l'année. Elles se sont appréciées de grosso modo 30%. C'est le double en fait de la performance de l'or depuis le début de l'année. L'or semble promis à une poursuite de son ascension, avec une once qui pourrait atteindre 3 200 $ d'ici la fin de l'année. Certains vont même jusqu'à anticiper un cours de 3 500 $ d'ici 2028. Z sur 7 à la une. Denis Van Wijnberg est le tout premier Belge à terminer le Vendée Globe. Une mythique compétition de voile en solitaire, autour du monde, sans escale et sans assistance. Après 117 jours en mer, il revient sur son parcours. Vous allez l'entendre, selon Denis, l'entrepreneuriat et le travail de skipper partagent de nombreux points communs. Le projet a mûri 7 ans avant de pouvoir concrétiser une participation au Vendée Globe. C'est une histoire d'infusion, ça percole petit à petit, c'est une envie qui était là, latente. Et puis voilà, on se lance d'abord dans un projet d'entreprise, parce que c'est d'abord un projet d'entreprise. Réussir à être qualifié et être au départ du Vendée Globe, c'est d'abord créer une équipe, trouver un bateau, trouver des partenaires, et puis monter tout ça et gérer tout ça. Donc on ne sait pas un matin comme ça. Après il y a des petites choses dans la vie quotidienne qui déclenchent le processus, et puis on se lance. Et comme d'habitude, on n'a jamais toutes les réponses avant de se lancer, donc c'est aussi le propre d'un chef d'entreprise quand il se lance dans une entreprise. Lors du Vendée Globe, le skipper est seul sur son bateau. Pourtant, en coulisses, c'est toute une équipe qui œuvre à la préparation du périple. Ouais, donc alors il n'y a pas eu vraiment chez nous un processus de sélection parce qu'on avait une équipe de bénévoles. Donc on a surtout regardé quelles compétences professionnelles ils avaient et comment on pouvait les transférer et les utiliser dans
dans le bateau. Donc, par exemple, j'avais quelqu'un qui était un expert informatique, donc forcément, il a géré toute l'électronique à bord. J'avais quelqu'un d'autre qui s'était occupé d'un gîte et d'accueillir les gens, donc elle a géré tous les événements et les relations presse. Donc voilà, on a toujours trouvé des points communs dans le monde professionnel et dans ce qu'on pouvait en tirer sur le bateau et pour le projet. Avoir une bonne équipe technique, c'est essentiel. Mais avoir des financements, c'est primordial. Le Vendée Globe, c'est comme monter sa boîte. Il faut aller démarcher, se vendre, convaincre et réunir les fonds pour faire aboutir le projet. Oui, forcément. Alors c'était un métier que j'avais déjà fait avant, que j'avais déjà fait pour d'autres projets aussi voile. Bon, c'est sûr que voilà, en Belgique, quand on parle de voile et de grandes courses, c'est pas dans l'ADN du sponsoring belge. On est plus football, cyclisme, tennis. Donc il a fallu convaincre les partenaires et au début c'était très compliqué. On a eu des petits partenaires et puis en 2023 on a eu la venue de Titeron Group qui nous a permis de construire le projet et surtout qu'il soit pérenne à terre, et c'était indispensable pour pouvoir faire toutes les qualifs et être au départ du Vendée Globe. En ce qui concerne le budget global, l'équipe de Denis bénéficie d'un capital bien moins élevé que ses concurrents. Ce minimalisme a pourtant l'avantage de rendre le projet plus humain. On est facilement sur des rapports de 1 à 10. On était sans doute un des plus petits budgets. Les grosses équipes, elles ont entre 15 et 25 millions. Nous, on n'était vraiment pas à ça du tout, puisqu'on a une équipe de bénévoles, on avait un bateau d'occasion. Donc voilà, on est sur des rapports comme ça. Et c'est sûr que dans un sport mécanique, on sait que le budget a quand même une influence assez primordiale dans la performance. Maintenant, il faut aussi le talent du skipper. Donc voilà, c'est sûr que si moi j'avais été sur le bateau de Charlie Dalin, j'aurais pas fait premier à mon avis. Et lui, Charlie Dalin, peut-être sur mon bateau, il aurait pas fait premier non plus, donc voilà. Mais voilà, c'est ça qui compte aussi dans ces projets-là, c'est que on parle d'autre chose que de la course. Voilà, on a défendu des valeurs, on a essayé de transmettre des messages. On a bien vu que le public aussi c'est plus facilement sans doute identifier un projet comme le nôtre parce qu'on est des projets à taille humaine et que donc quelqu'un qui fait de la voile, il se dit lui il a réussi à faire ça, peut-être que moi je pourrais un jour faire le Vendée Globe. Donc c'est ça aussi qui a créé de l'enthousiasme autour du projet. Forcément, on a été créatif tout au long du projet et ça faisait aussi partie de notre mode de réflexion et notre mode de gestion de l'équipe et c'est ça qui est aussi intéressant. Après, on a bien vu quand on a commencé à avoir du budget que je devais limiter parfois certaines demandes parce qu'on se disait OK, sky is the limit, mais c'est pas le cas même quand on a un certain budget. Donc voilà, c'était ça, c'est tout ça qui était intéressant et tout ça qui a mis aussi un peu de profondeur dans notre projet, je pense. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Aujourd'hui, en compagnie de Peter de Keyser, nous abordons un sujet crucial, l'état de la défense en Europe. Nous approfondissons la question, quelle est la force réelle de l'Europe en matière de défense ? Comment pouvons-nous mieux nous préparer aux menaces d'aujourd'hui et de demain ? L'investissement dans l'équipement militaire est-il la seule chose nécessaire ? Mais avant tout cela, quelle est l'urgence de la situation géopolitique actuelle en Europe ? Les tensions géopolitiques en Europe augmentent. L'escalade russe, la pression américaine sur les alliés européens et la crainte que l'Europe ne vive son dernier été paisible sont autant de raisons de s'inquiéter. La situation est incontestablement préoccupante. Ces dernières années, la Russie a montré qu'elle était prête à utiliser la puissance militaire pour atteindre des objectifs géopolitiques. Il suffit de penser à l'annexation de la Crimée en 2014 et l'invasion de l'Ukraine en 2022. Même à l'époque, de nombreux analystes estimaient qu'une invasion était impensable. Il est donc préférable de se préparer à l'inattendu. Alors maintenant, l'Europe se trouve dans une position stratégiquement vulnérable. Nous sommes économiquement forts, mais militairement faibles et dépendants de la protection des États-Unis. Le problème est que nous ne savons pas si cette protection américaine est encore fiable. Des signaux récents en provenance de Washington suggèrent que nous pourrions bientôt être livrés à nous-mêmes. Il suffit de regarder les revendications américaines sur le Groenland. C'est vraiment sans précédent et cela rappelle la veille de la Seconde Guerre mondiale. En réponse à cette menace, les pays européens annoncent d'énormes investissements dans la défense. Mais vous estimez que l'argent ne suffit pas. Pouvez-vous l'expliquer ? Alors nous pouvons investir des milliards dans des chars, des avions et des systèmes de missiles, mais sans la détermination de les déployer réellement, il reste des coquilles vides. L'histoire nous enseigne que les guerres ne se gagnent pas seulement avec la technologie et les armes, mais surtout avec le moral et la persévérance. Prenons l'exemple de la France en 1940. Elle disposait d'une armée puissante et d'une ligne de défense massive.
la ligne Maginot. Mais par manque de courage et de flexibilité stratégique, le pays est tombé en quelques semaines. À l'inverse, le Vietnam, avec les ressources limitées, a mis à genoux une superpuissance comme les États-Unis par sa seule volonté et son goût du sacrifice. Sans cette détermination, une armée reste donc un tigre de papier. Tout à fait. La Finlande est un bon exemple. Son armée est relativement petite, mais sa résilience sociale en fait l'un des pays les mieux préparés au monde. Chaque citoyen sait ce qu'il doit faire en cas de crise, du boulanger au maire et du citoyen au supermarché. C'est ce qui rend une société plus résistante et plus forte. Si les armes ne suffisent pas, de quoi d'autre avons-nous besoin ? Comment construire une société forte et déterminée ? Que doit faire l'Europe pour devenir plus résiliente ? Alors il s'agit d'avant tout d'une résilience sociétale, mais on ne peut pas simplement l'exprimer en euros ou en pourcentage du PIB. La Finlande, comme je l'ai dit, en est un bon exemple. Là-bas, chaque citoyen sait ce qu'il doit faire en cas de crise. Nous devons investir dans la cohésion sociale, la résilience aux crises et l'éducation aux médias pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation. Notre société doit prendre conscience de la fragilité de notre liberté et de l'importance de la défense. En temps de crise, nous avons besoin de dirigeants qui inspirent et d'une population qui comprend que la sécurité ne peut être considérée comme acquise. Les citoyens doivent également être mieux préparés. Pour ce faire, ils doivent connaître les plans d'urgence, s'impliquer dans la société et apprendre à faire preuve d'esprit critique face aux informations qui leur parviennent. Mais cela signifie aussi que les citoyens s'engagent dans des associations, font des choses ensemble ou s'attaquent à des problèmes ensemble. Une forte cohésion sociale permet à une société de rester forte même en cas de crise. Une défense solide ne commence donc pas seulement avec des armes, mais aussi avec des personnes prêtes à défendre leur liberté. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Guillaume Duchesne de la Banque Transatlantique détaille les attentes des marchés relatives aux annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Alors, elle est prévue le 2 avril à 21h de Bruxelles. Donc, on attend tout ça depuis un petit moment parce qu'il va clarifier un peu sa position. Il y a une publication qui est sortie le 1er avril qui donne et qui fait l'inventaire de tous les droits de douane qui existent. Et l'idée de Trump, c'est de faire de la réciprocité. Et donc, sur base de ce document, qui donne pour le moment peu d'indications, c'est de voir un petit peu ce qu'il va faire. Et donc, l'annonce, ce sera le 2 avril. Quelques éléments majeurs seront à surveiller. Déjà de voir un petit peu, parce que le marché attend quand même un mouvement assez fort de hausse. Donc en fait les hausses actuellement, enfin le niveau des droits de douane c'est 2,5% en moyenne, si on prend vraiment au niveau mondial. Et donc le consensus attend quand même 15%. Donc c'est une multiplication par 6. Donc c'est de voir si on est au-dessus ou en dessous, et la réaction du marché dépendra de ça. C'est de voir aussi au niveau sectoriel, parce qu'il y a des annonces qui ont été faites sur l'automobile, ici ou là, c'est de voir si ça vient en plus donc de ces éléments sectoriels, et puis de voir si c'est durable ou pas. Parce qu'on sait qu'il est dans un cadre plutôt de négociation. Est-ce que ça va être réellement durable ? Donc tout ça crée quand même pas mal d'incertitudes. Rendre les États-Unis great again, c'est la devise de Trump. Cette politique tarifaire fait partie de son plan, avec un résultat mitigé jusqu'à présent. Pour l'instant, c'est pas très great again. C'est vrai que c'est plutôt difficile. On le voit notamment d'un point de vue macroéconomique. Bon, alors il y a une volonté disruptive, donc il veut transformer l'économie américaine, et donc c'est vrai que ça crée un peu d'incertitude parce que l'équation est complexe. Il veut baisser les impôts et en parallèle, il a besoin de revenus et les droits de douane font partie de ces éléments-là. Et pour l'instant, les acteurs économiques sont quand même un petit peu nerveux. Vous l'avez dit, l'ISM était quand même négatif, moins favorable tout à l'heure. On a eu vendredi une séance qui était quand même très difficile parce que d'une part il y a des questions sur la croissance qui ralentit, donc des indicateurs qui montrent que les consommateurs sont plus au rendez-vous, et puis également une question sur l'inflation qui est importante. Et là on le voit bien, c'est vraiment un enjeu pour Trump. Il a deux enjeux à court terme, c'est contenter tous les investisseurs qui ont un effet de richesse qui est négatif avec la baisse des indices boursiers, et puis aussi, et ça c'est quand même un élément très politique, c'est de voir comment évolue l'inflation. Et là-dessus il y a pas mal de ces électeurs, et notamment les républicains, qui ont eux des anticipations d'inflation qui sont plutôt à la baisse. Donc ils risquent d'être déçus si finalement ces droits de douane ont un effet inflationniste assez fort. Et voilà, vous êtes de nouveau au courant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul épisode. Et le programme de demain, Jean-Pascal.
J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour un nouveau tour de votre actualité économique. Nous retrouverons les journalistes de Trends Tendance pour leur enquête hebdomadaire. Bonne journée et à demain. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.